Aujourd'hui, on est encore fatigué, on court toujours partout. Je cours toujours toute seule. Comme dans une chanson de William Scheller. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai envoyé à une amie il y a quelques semaines les dialogues philosophiques de Renan, ça lui a beaucoup plu et je lui ai fait cette proposition de lui envoyer un peu les minoresses, les petits textes un peu bizarres de Renan. Et en fait, on va peut-être revenir, cette liste, ça va être aussi pour vous, sur ça. Le fragment chez Renan, c'est un gros sujet. Je ne vais pas forcément le faire de manière complètement académique, mais on va y aller. Tout d'abord, pour pouvoir vraiment parler de ce sujet, il faut dire qu'il a une actualité, et une belle actualité éditoriale, c'est-à-dire que viennent d'être publiées les notes d'Italie ainsi que les romans de jeunesse de Renan dans cette édition dirigée par Domenico Paone et qui a mis en place le groupe ITEM, Institut des textes et manuscrits du CNRS, qui embauche notamment Domenico Paone, donc qui dirige le groupe, et groupe dans lequel je suis moi à titre bénévole en tant que chercheuse renanienne. On est plusieurs, moi j'ai travaillé que sur une partie des notes d'Italie, d'autres renaniens ou renaniennes ont évidemment fait un travail bien plus considérable, mais on est très content de cette publication des notes d'Italie et des romans de jeunesse. Alors on est sur une période très bizarre de la vie de Renan. Sur sa première mission en Italie, alors j'ai même pas lu encore l'introduction qu'en a faite Domenico, qui travaille extrêmement bien évidemment Domenico, mais c'est, et d'ailleurs je pense qu'on aura un jour une vidéo sur la fabrique des Sémites, sur le livre qu'il a sorti il y a 1 an maintenant, qui est vraiment important. Mais voilà, là on est vraiment dans ce qu'on appelle la génétique textuelle. Génétique, c'est un mot qui vient de jeunesse, c'est-à-dire ça va raconter l'origine d'un texte, et notamment par le passage dans les brouillons. Ces notes d'Italie, elles sont connues. Je vais vous mettre le lien bien sûr vers les éditions connues des notes d'Italie et des textes de jeunesse de ces romans de jeunesse de Renan, qui sont des romans très bizarres, inachevés, très, très autobiographiques, en même temps avec des statuts un peu bizarres, mais qui ont été édités, je crois, plutôt par la petite fille, en tout cas par une des descendantes de Renan, au début du 20e. Je sais plus si c'était la fille ou la petite fille, honte à moi. Qu'on va trouver en accès libre, donc je vous mets ça aussi en lien. Ça va être vraiment une vidéo avec une grosse description. Alors la description, c'est le texte qui est en dessous des vidéos, et il faut cliquer pour le faire apparaître. Vous n'en voyez que le début, si vous ne cliquez pas. Et c'est au-dessus des commentaires. Donc, Mais là, voilà, là, on s'est mis en groupe pour faire cette édition scientifique, pour faire la transcription. C'est assez difficile parce que Renan a quand même beaucoup écrit dans tous les sens, au crayon papier. Parfois, on a plusieurs stades d'écriture, des reprises, il redécoupait ses textes. Enfin, il a vraiment un travail au niveau brouillon manuscrit qui est compliqué. L'avenir de la science le montre particulièrement. Un rêve renanien serait d'avoir une belle édition de l'avenir de la science. Là, quand je parle de belle édition, c'est-à-dire qu'on a une édition éditée, et bien on a aussi une édition en ligne où on va pouvoir voir sur le site de l'ITEM. Ça, c'est sur le modèle Nietzsche, et puis le projet Anatole France est en train d'arriver, je crois qu'il y en a d'autres. Ce sont de très très beaux projets. Donc là, on voit à quoi sert la science au niveau de ce qu'on fait. Alors peut-être que ça vous sert à rien, mais en tout cas, il y a des résultats. Et c'est pas mal de les avoir. Moi, je pense qu'un jour, on aura une vidéo avec Domenico sur son livre et sur ce qu'il fait à l'ITEM et sur ce travail. Moi, je suis pas vraiment dans cette partie de la génétique textuelle. Je suis pas très très bonne à ça d'ailleurs, mais c'est quand même une chose que j'aime bien faire et qui est importante dans le travail scientifique. Notamment autour de ce que ça... Ouais, d'un auteur, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la philologie. C'est exactement ce que faisait Renan. Alors Renan, pas exactement au niveau de la transcription pure, mais voilà, donc vous pouvez avoir d'un côté directement les facsimilés, enfin pas les facsimilés, les numérisations en fait de ces notes d'Italie qui sont conservées, me semble-t-il, à la BNF. Moi je les ai pas vues en vrai par exemple. J'ai travaillé que sur les versions numériques, et donc on peut les retourner, les bouger, les agrandir, changer les contrastes. Enfin, on a évidemment des outils assez forts, et j'avais pu voir que Domenico avait vraiment un très bon écran arrondi, etc., mais qui est essentiel quand on fait ce genre de travail toute la journée. Moi je fais ça depuis l'écran de mon 13 pouces, c'est pas génial pour les yeux, clairement. Je vais rappeler, alors c'est pas du tout évidemment les mêmes travaux, ni les mêmes conditions de travail, mais les ouvrières de l'aiguille, les couturières, les brodeuses, elles finissaient aveugles. Voilà.
à force de bosser. Ça détruit vraiment les yeux, ce n'est pas... Alors je sais pas comment, mais ce sont des choses lourdes en fait aussi. Pas moi à mon niveau, mais enfin, moi je souffre régulièrement de migraines ophtalmiques et qui viennent voilà, d'un petit défaut de vision, mais le boulot, c'est pas un boulot qui arrange ça, quoi. Et voilà, très très beau boulot de science, d'édition, de collectif, tout cela pour le bicentenaire de Renan, c'est-à-dire sur l'année 2023. Renan aurait eu 200 ans s'il n'était pas mort. Bon, il est quand même plutôt logique de ne pas atteindre les 200 ans en vie humaine. Mais en tout cas, ce sont quand même des moments aussi importants dans la vie scientifique, collégiale. Et j'ai envie de dire, au-delà de la personne de Renan, Renan a été tellement important pour penser la scientificité qu'il est un peu dommage que ce bicentenaire ait été oublié. Par exemple, la France Culture, je suis quand même assez étonnée que l'on n'ait pas vu, par exemple, une semaine Renan, d'émissions, de philosophie, de littérature, enfin. Nous, on est prêts, hein, on vient. Voilà, les Renaniens. On est prêts, on est bon, et c'est un bon moment aussi pour le faire, parce que je pense pas qu'on ait un renouvellement très fort aussi des recherches renaniennes, parce que bah, je suis un peu la plus jeune, je ne suis plus si jeune, et je n'ai pas tellement le temps de le faire, par exemple. Et je suis seule, à ce niveau-là. Ça, avis aux bonnes volontés. Et en fait, voilà, ce que j'ai envoyé à mon amie Laura, c'est enfin ce que je lui ai promis de lui envoyer et que je vais envoyer, puis que je me suis dit, on va en faire une vidéo pour en discuter. Ce sont un peu ces textes bizarres. Alors j'avais parlé des dialogues philosophiques sur la chaîne. Je ne retrouve pas ici tout de suite. Il y a une édition de Lodi Sreta qui est une grande renanienne. Alors j'allais dire qui était, mais Lodi Sreta est vivante, mais elle ne produit plus beaucoup de textes, mais elle est assez âgée. Une édition CNRS édition. Alors, moi je l'avais en double, comme je l'avais retrouvé chez Gibert, j'avais racheté d'occasion, hein, j'avais racheté un exemplaire. Je crois que ça date de 92, mais je peux me tromper. Voilà, ma bibliothèque renanienne, elle est vraiment derrière moi. Mais j'en ai un peu partout en fait des Renans. Et puis même depuis le déménagement, ça bouge encore. Ce sont des textes extrêmement bizarres et qui vont parler des différentes modalités de savoir. C'est articulé en certitude, probabilité, rêverie, avec quelque chose d'un peu cosmique, de très étrange. C'est plus ou moins aussi ce qui a permis à Renan d'avoir une certaine confiance pour aller voir le travail de la scène. D'abord pour faire une espèce de petite pièce, pas extraordinaire, hein, sur l'an 1802 et la naissance de Hugo, pour la mort de Hugo, c'était pour la Comédie Française hein, quand même. Et ensuite tous ces drames philosophiques, drames historiques, drames philosophiques, ça y est, j'ai un bug sur le titre. Ce théâtre de Renan sera peut-être édité bientôt par Sylvain Léda, il y a une proposition Garnier Flammarion, ce serait vraiment très bien. Et il ne faut pas hésiter à venir dans les événements renaniens parce que Sylvain met pas mal en lecture théâtralisée, c'est pas de la mise en scène complète Renan, et ça donne une profondeur quand même. Où, nous, je vais dire, ouais, c'est des textes, un théâtre que j'ai lu, que j'ai pas mal lu, que je comprends pas forcément toujours bien non plus d'ailleurs, et que Sylvain nous aide à replacer dans le contexte romantique qui est le sien. Et en fait, c'est un vrai théâtre de scène, ce n'est pas un théâtre dans un fauteuil. Par exemple, c'est pas tellement du théâtre dont je vais parler, j'aimerais, mais c'est ses fragments. Renan, c'est quelqu'un qui pense par fragments, par brouillon, et qui va publier quelques-uns de ses fragments ou de petits textes bizarres, même dans le dictionnaire là, des genres littéraires. J'ai oublié son titre là, il est par là. Obsolète, je crois que c'est une direction d'Alain Montandon, ça. C'est vraiment un bel objet ce dictionnaire. Des genres, si je retrouve le titre, je vous le mets. Est-ce que je le vois? Je crois qu'il est par là, mais moi je suis en. Normalement, je devrais faire la bibliothèque là. Elle est trop chargée cette bibliothèque. Il y a un peu tout qui bouge et ça se ressent au niveau des étagères également. Ça a quelque chose de très matériel, avec des piles à lire monstrueuses. Et j'ai pas eu envie de vous faire un truc de piles à lire, j'ai pas fini encore mes lectures sur la politique, etc. Donc bah, on fait ce qu'on peut et donc on va travailler Renan. Et c'est vrai que cette demande amicale, moi, et puis j'aime que ce soit aussi dans ce système d'échange, et puis bah, ce que j'envoie à une amie finalement, je peux en faire une vidéo. D'ailleurs je salue donc Laura, je vous salue avec. Mais voilà, ça me plaît beaucoup. Mais j'ai pas retrouvé ce dictionnaire. J'ai envie de dire cadencé des genres littéraires, mais c'est pas ça. Mais voilà. Et dedans, il n'y avait pas, par exemple, un genre littéraire qui est très renanien, qui est l'examen de conscience. Alors, je viens de faire une petite liste de ce que je vais mettre en description. Je vais déjà le commenter comme ça. C'est dans mes brouillons de mail. Hein. Donc, il y a ces dialogues philosophiques. Je vous mets un lien vers
la transcription sur Classique des sciences sociales, c'est un site canadien de gens qui vont taper les textes pour les mettre en ligne. Voilà, ça c'est Dialogue philosophique, ça a été publié, c'était dédié à Marcelin Berthelot, c'est extrêmement important que ça ait été dédié à Berthelot, parce que Berthelot était un chimiste, meilleur ami de Renan. Berthelot est mort un quart d'heure après sa femme Sophie Berthelot, et donc, pour sa vertu conjugale, c'est un peu dommage, mais la première femme à être entrée au Panthéon. Les liens entre la famille Berthelot et la famille Renan durent encore aujourd'hui, puisque Daniel Langlois-Berthelot est mort il y a 2 ans, mais c'était vraiment une figure structurante des études renaniennes que moi j'ai eu la chance de filmer. Ça, vous pouvez le trouver sur le site des études renaniennes. Je vous mets un lien vers le site parce que je me suis quand même appuyée sur le travail de Domenico Paone. Encore et toujours, lui, Domenico est essentiel. Il n'est pas le seul. Tous les renaniens sont essentiels. Mais voilà, qui a fait une grande bibliographie des œuvres de Renan en ligne. Et donc voilà, les dialogues philosophiques, on les a ici en transcription. On a aussi des liens Gallica, par exemple, si on veut voir comment ça a été publié. Voilà, à chaque fois, on peut avoir des choses comme ça très différentes. Je vous fais un petit état des lieux de ça, et après, moi, ce que je tire de ces écritures par fragments. On a ce texte qui, pour moi, est extrêmement important, d'une lettre à Berthelot. C'est une lettre publique, en fait, qui a été publiée en août 63 dans la Revue des Deux Mondes. C'est assez important parce que je sais plus si c'est... Je crois que c'est juste avant la publication de Vie de Jésus, mais c'est une espèce, là aussi, d'examen de conscience. En fait, la pratique de l'examen de conscience, elle est très renanienne, avec des textes privés et d'autres qui sont publics et qui vont toujours avoir des types différents. Donc là, la lettre d'examen de conscience, c'est un texte qu'on va trouver vraiment à la fin de sa vie. C'est extrêmement important, l'examen de conscience. Normalement, ça, c'est ce qu'on fait en tant que religieux, dans une pratique religieuse. Et donc voilà, je dis l'examen de conscience, moi j'avais pas de définition vraiment de ça comme genre littéraire, et un examen de conscience philosophique, eh bien je n'en connais pas d'autres. Et en fait, tous les 10 ans, Renan fait une espèce de synthèse philosophique de lui-même. Il l'a faite en 48 avec l'avenir de la science, et il en a sorti plein de textes. Alors l'avenir de la science, évidemment, j'en ai déjà parlé. On le voit ici, hop, en GF, c'est un gros GF, édité par Annie Petit. Alors ça, c'est un travail de génétique textuelle, comme j'expliquais ce que c'était tout à l'heure, mais c'est un travail monumental, ça arrive à peu près concomitamment, un peu avant, un peu après, mais on pense que l'avenir de la science a été remanié et retravaillé. Alors je ne peux pas me lever, mais voilà. On a ça qui est en fait un peu la synthèse des pensées de Renan autour de 48, et c'est un texte qui a probablement évolué, qui est conservé au musée de la vie romantique. Lui aussi qui est fait de notules, de fragments, etc. Mais là, on a quelque chose qui est de l'ordre de la synthèse. L'idée même de synthèse, elle est très importante chez Renan, parce qu'elle correspond à l'idée de la synthèse en chimie. Et ça, là, on voit l'influence de Marcelin Berthelot, qui était un grand chimiste. Je peux pas m'empêcher de dire que Berthelot, il ressemblait un peu à mon papa. Et ça me touche encore plus. Et je m'étais retrouvée d'ailleurs à montrer une photo de mon père qui mange de la salade à Daniel Langlois-Berthelot pour lui montrer la ressemblance. On était là, oui, c'est vrai qu'ils se ressemblent. C'était un super moment. Et un moment très très touchant, une très belle rencontre avec Daniel Langlois-Berthelot. On avait même eu des anecdotes qu'il avait eues d'une nièce de Renan. Voilà, et qui se souvenait d'avoir vu Renan quand elle était petite. Donc on a eu comme ça des espèces de fragments du XIXe siècle qui sont venus un peu jusqu'à nous, dans un très très beau moment. Et j'ai envie de pleurer, mais c'est aussi que je suis très fatiguée. De cela est arrivé aussi... donc Renan a cette pratique de la synthèse philosophique très bizarre, et la synthèse c'est aussi quelque chose qu'il va théoriser dans ses textes, puisqu'il lui pense que l'histoire va suivre globalement 3 mouvements qui sont le syncrétisme, l'analyse, c'est-à-dire en fait le découpage, la spécialisation, pour arriver enfin à une synthèse, qui est un syncrétisme supérieur. Et donc le syncrétisme, c'est un peu une phase agglomérante, sur le modèle de la langue hébraïque, qui pour Renan est une langue des origines, agglutinante, dit-il dans ses textes. Moi je parle pas hébreu, j'en ai fait un petit peu, mais très peu, je fais de l'hébreu biblique, mais pour quelques mois, j'ai tout oublié. L'alpha et l'oméga. Et l'aleph. Ça, je sais encore écrire l'aleph, mais c'est à peu près tout ce que je sais écrire. Honte à moi. Mais en tout cas, voilà, il a cette pratique quand même. Voilà. Et en fait, ces synthèses, elles vont revenir un peu tous les 10 ans, et on va avoir un texte synthétique. Ils vont souvent être plus courts. Et cette lettre à Marcelin Berthelot, qui s'appelle Sur les sciences de la nature et les sciences historiques, les sciences de la nature et les sciences historiques, est une synthèse
intellectuelle, là, qui est vraiment axée sur ce qu'est la science et le savoir. Et c'est une lettre qui a quand même beaucoup d'importance et qui a une grande importance, notamment en ce qu'elle est une théorisation de la distinction entre les sciences de la nature et ce qu'on va appeler les sciences de l'humanité. Dans l'optique renanienne, ça c'est vraiment un des grands dadas de Renan, mais il faut comprendre que Renan est un des penseurs de cette distinction disciplinaire qui s'invente et qui s'invente aussi en ce qu'elle va permettre d'inventer la scientificité des sciences humaines. Sciences humaines, ça ne veut absolument pas dire que ce sont des sciences qui vont être sympas, humanistes, c'est sciences de l'humanité, dans le sens Renan, c'est-à-dire des produits de l'esprit humain, les langues, les religions, les nations, etc. Donc là, il y a énormément d'essentialisme. Ce que j'expliquais au colloque du bicentenaire de Renan, c'est qu'en fait, dans la laïcisation qu'opère Renan, il y a un mouvement de naturalisation, c'est-à-dire qu'il va fonder l'histoire comme une science qui va appeler de l'humanité, c'est-à-dire des produits de l'esprit humain, que l'on va retrouver dans les textes et qui vont nous permettre d'accéder, enfin, qui vont être considérés comme les traces de cet esprit humain. Et à ce niveau-là, l'histoire, la philologie et la science première finalement, mais il va la penser avec une scientificité qui est empruntée aux sciences naturelles et qui fait de ces produits de l'esprit humain des objets, il va transformer ce qu'il pense comme produit de l'esprit humain et qu'il va pouvoir mettre comme ça, attraper, saisir de façon scientifique. Ça va aussi devenir en fait ce que nous on appellerait des objets culturels, mais qui à l'époque n'est pas culturel, mais qui va être quand même naturalisé dans le process et dans la façon dont le regard scientifique se pose dessus. Et ça c'est extrêmement important, et ça explique comment la laïcisation, qui est une voie d'émancipation, notamment de la théologie, est aussi une naturalisation qui n'est pas du tout une émancipation, en tout cas pas pour tout le monde. Et certainement pas pour les femmes, les personnes noires, etc. Et qui explique finalement comment on a pu voir dans cette naturalisation une émancipation, un progressisme, quelque chose de gauche en gros, qui en fait, dans notre vision actuelle, et c'était quand même disputé au XIXe siècle, n'est pas du tout à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'histoire des idées, mais en fait aussi des sciences. Et on voit ici comment la façon dont les sciences se découpent permet d'influer sur l'histoire des idées politiques, l'histoire des sciences politiques, etc. Donc on parlait des sciences, de cette pratique de la synthèse. On va avoir à la fin de sa vie ce magnifique livre Feuilles détachées, dont la préface est un de ses examens scientifiques. On a l'examen de conscience philosophique, mais déjà tout jeune, Renan travaille il a toujours travaillé par des notules, des brouillons, des notations d'idées, et ça fait des effets extraordinaires. Alors pour cela, on a notamment les cahiers de jeunesse et les nouveaux cahiers de jeunesse, et puis je n'en ai jamais parlé, ils ont été édités, réédités, transcrits, commentés par Francesco Petruzzelli dans ses cahiers de jeunesse 1845-1846. Ils sont collègues de thèse, Francesco et Domenico. Ce sont évidemment deux renaniens avec lesquels j'ai toujours un immense plaisir à travailler. Je vous mets l'ancienne édition de ces cahiers, nouveaux cahiers de jeunesse. Évidemment, si vous voulez rentrer dans le dur du sujet, il faut aller directement lire le travail de thèse de Francesco. C'est magnifique. Tac, pour ma miniature. Bravo. Et ça, on va le retrouver. Donc ça, ce sont vraiment des thèses. Donc on a montré les notes d'Italie. Et Domenico a aussi travaillé, lui, plutôt sur les notes de la fin de vie de Renan. Ça, il me semble que sa thèse est disponible sur HAL. Dans ce cas-là, je vous mets le lien. Peut-être qu'elle est en italien, mais voilà, la partie transcription, vous allez la retrouver. Moi, en tout cas, j'en avais fait des lectures sur SoundCloud, alors pas en entier, etc. Mais parce que j'y voyais une poéticité énorme. Alors je vais contextualiser maintenant, boum, deuxième temps. Ah, je les ai pas préparés, il n'y a pas de notes, c'est toujours improvisé. Moi, pendant ma thèse, j'avais dans l'idée qu'il y a chez Renan une pratique de l'hypothétique. Alors ça, c'est quand même pas mal commenté chez les renaniens, mais de la conjoncture, de l'hypothèse, du probable, qui est assez permanente. Alors ça se voit dans les dialogues philosophiques que je cite, et je mettrai la vidéo en fin de celle-ci. Puisqu'on a donc, on rappelle, certitude, probabilité, rêverie, et donc on a quelque chose qui va aller de plus en plus loin, hein. Ça décolle en fait, hein, ça décolle des certitudes. Et Renan imagine, par exemple, ça c'est vraiment la fin de ma thèse hors conclusion, de la partie avant, il imagine à un moment un livre nouveau qui s'écrirait avec des encres de plus en plus dégradées, en fonction, donc de plus en plus transparentes en fait, en fonction du degré de certitude des choses, et qui finirait, je le cite, dans les teintes les plus évanides. Donc, parce que finalement, le probable, on n'aurait pas besoin de vraiment le lire, et on va un peu... Donc ça, c'est pas dans le texte, hein, mais
c'est hop. Dans l'attitude du lecteur, on plisserait les yeux finalement pour vraiment imaginer soi aussi et intégrer cette rêverie. Et ça amène des effets extrêmement étonnants chez Renan, qui vont être de l'ordre d'une pensée, d'une poétique du fragmentaire, et je vous mets un article de ma directrice de thèse, Gisèle Ségingère, qui est splendide et que j'ai commenté et sur lequel je me suis beaucoup appuyée dans ma thèse, parce qu'il est très bien. J'essaie de ne pas l'oublier plutôt que de l'oublier. Mais Renan a une pratique du fragment qui est totalement issue de ce qu'on appelle la naturphilosophie allemande, c'est-à-dire la pensée notamment organiciste. Je vous renvoie aux métaphores de l'organisme de Judith Schlanger. Est-ce que je l'ai quelque part? J'ai plein de Judith Schlanger, mais là, ça c'est sa thèse de 71. Chez Vrins, ça a été réédité ensuite. C'est magnifique, les métaphores de l'organisme. Je ne crois pas avoir fait une vidéo là-dessus. C'est un livre qui est dur, hein, qui est quand même un peu âpre, faut quand même bosser. Très bizarrement, c'est un livre qui ne cite jamais Renan. Ça pourrait. Il y a quelque chose, mais ça c'est très Renan. Les endroits qui pourraient être très Renan le citent rarement en fait. On se rend pas compte. Il y a des surprises comme ça, un peu étonnantes pour une renanienne. Et on a finalement, pourquoi je fais ça, là quelque chose comme, voilà, l'idée, Renan c'est quelqu'un dont en fait les textes qu'il étudie sont eux-mêmes des traces de quelque chose qu'il ne peut pas saisir, cet esprit humain dont il va faire l'histoire hein, pour aller vers une synthèse de tous les savoirs. Ça c'est globalement l'optique renanienne. Mais ça va aussi avec l'idée assez surprenante et étonnante de fournir lui-même des fragments. Alors c'est surprenant et étonnant, ça ne l'est pas tant que ça quand on a de l'histoire littéraire allemande en tête, et j'essaie de retrouver l'absolu littéraire. Mais alors c'est beaucoup trop tassé, là on le voit, hein, parce que là par exemple j'ai encore des livres, là j'ai plutôt du Cambourakis, féministe. Je pense à l'histoire de l'absolu littéraire de Jean-Luc Nancy et Lacoue-Labarthe, qui est un livre splendide, lui aussi assez difficile, mais en tout cas, que je ne peux que vous conseiller parce qu'il est vraiment, vraiment important, sur l'invention de la littérature allemande, c'est-à-dire de la grande idée de littérature qui se détache de ce qu'étaient les belles lettres, et qui invente ainsi une chose nouvelle qui va être l'idée qu'il y a un absolu. Alors globalement, si vous prenez quelqu'un comme Emmanuel Kant et la critique de la faculté de juger, Kant va donner une théorisation très importante à la subjectivité et à permettre une construction philosophique du sujet un peu nouvelle et qui va se trouver exactement au croisement, peut-on dire, des Lumières et du romantisme. Et c'est là où on voit que les choses sont évidemment dérivées et entremêlées plutôt qu'antagonistes ou bêtement antagonistes. L'œuvre d'art, pour Kant, c'est une chose qui est elle-même son propre but, c'est-à-dire qu'on va parler de l'autotélisme de l'œuvre d'art. Télisme, télos, c'est le but. Donc, elle est elle-même son propre but. Autotélisme. Et en même temps, il y a cette bizarrerie devant une œuvre d'art qu'on a envie que notre émerveillement, quand l'œuvre d'art nous plaît, soit partagé par la terre entière. Et en même temps, on sait que ça n'est pas forcément le cas. Donc, on a une espèce de jonction entre universel et singulier face à l'œuvre d'art. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement particulier et spécifique à ces œuvres, enfin, à l'œuvre. Et globalement, qui va permettre une espèce de construction de la subjectivité comme faisant face à un absolu. Et c'est ça qui va se retrouver dans le romantisme 1800 allemand, le premier romantisme, la Frühromantik en allemand, qui est vraiment un romantisme très philosophique et fondé notamment sur une pensée du fragment. Et cette pensée du fragment, qui est aussi une pensée du Witz, du mot d'esprit, c'est le Witz, ça va être une des façons d'atteindre cet absolu. C'est une pensée qui est à la fois optimiste et pessimiste, c'est-à-dire qui globalement pense qu'il y a un absolu mais qu'on ne peut pas l'atteindre, mais il faut quand même le viser, en gros. Et donc, cet autotélisme de l'œuvre d'art va apparaître sous la figure réinvestie de la monade, on reprend Leibniz, c'est cette image de la monade, pour penser une œuvre d'art comme, avec une très belle image, comme un Hegel, comme un hérisson, c'est-à-dire comme quelque chose qui serait évidemment hérissé, mais surtout tourné vers soi.
et, en soi, et qui ferait signe vers soi. Mais de l'œuvre d'art, hein, là, pas forcément au niveau de la subjectivité. Et en même temps, voilà, ces pics, il faut vraiment voir le vide comme une pique qui permet d'atteindre cet absolu par finalement des espèces de fulgurances. Qui peuvent être de l'humour, hein, c'est pas forcément triste, hein, le romantisme. Mais c'est un peu complexe, en revanche. La pensée fragmentaire de Renan, elle en est assez proche et elle passe notamment par ces effets de vide, de mots d'esprit, de bizarreries qui sont notées. Enfin, là, il y en a une, on se fout bien de la gueule de Renan dans le journal des Goncourt, quand Renan explique, et en fait c'est une idée qui est très profonde chez lui, mais qu'il faut imaginer Dieu un peu comme une grande huître, avec une perle à l'intérieur. Moi, c'est une image que j'adore, mais les Goncourt se moquent de lui en disant « Oh, un grand modèle !» C'est quand même très drôle. Voilà. Mais cette pensée du fragment et du vide, elle se traduit immédiatement. Elle se transpose, ou plutôt elle se réalise chez Renan, dans des images qui sont extrêmement bizarres. Et des espèces de... Voilà, de poursuite de la pensée, dans des... Finalement, des espèces de baroquisme, des curiosités intellectuelles, esthétiques, vraiment surprenantes. On le voit quand on lit son théâtre, il a été un petit peu mis en scène. C'est un théâtre, par exemple, qui est très visuel, très marquant, et en fait aussi très... et qui va vraiment être l'objet d'une rencontre esthétique, parce qu'il y a toujours cette idée de la synthèse, de ça va venir, et on peut avoir des symboles. Et ça repose vraiment sur une pensée du symbole qui est très très compliquée chez lui, et qui va finalement amener des récits, des représentations, des narrations parfois, dans des lieux un peu inattendus, et notamment dans la mise en récit d'idées. Et moi, je crois que Renan, c'est quelqu'un qui a une façon d'écrire les hypothèses et les conjectures qui confine à la SF, mais sans que ce soit des romans de SF, mais qui a vraiment cette idée de laissons aller le libre jeu des idées pour voir ce que ça donne, et expérimentons déjà par la pensée. Alors, je sais pas, là, voilà, on va regarder un peu, par exemple, dans les cahiers de jeunesse, l'édition Domenico... pas Domenico, édition de Francesco Petruzzelli. Alors, ça va être des notations vraiment intellectuelles, des moments des micro-récits. Là, je vois, voyez en Monsieur Bottin, une excellente idée sur la distinction de la perception de l'homme, etc. Alors, il y a souvent des adresses comme ça dans ces textes qui amènent... voilà. Alors, bon, là, c'est aussi un moment où il est encore face à... Et ça amène des choses, en fait, lui, il a une idée qui est unifiée, mais qui apparaît par fragments. Et nous, ça fait en tant que lecteur, lectrice, lectrice, des effets très bizarres de fragments. Et on peut avoir une tendance à l'anthologie chez Renan, c'est-à-dire à découper, à détacher, comme c'est fait détacher de la fin de vie de Renan, dans les notes, pour avoir en fait des effets qui vont aller chercher finalement l'esthétique. Et qui font de Renan un auteur fin de siècle en vrai. Voilà. Avec quelque chose d'où on peut oublier finalement qu'il y a une profonde unité dans le travail. Et est-ce que c'est grave? Non. Ça va amener d'autres effets, d'autres esthétiques, et c'est ça que je vois aussi dans les minoresses de Renan, dans ces petits textes de Renan. Non, écrit-il, c'est le 109, 353, page 353. Non, ces feuilles ne contiennent pas la plus belle partie de moi-même, celle qui s'enflamme, s'idéalise à la pensée de certaines choses, de ma douce, faible et pensive enfance, par exemple. Oh, alors j'éprouve des sentiments qui dépassent toute expression et je n'essaie même pas de leur en donner. Et voilà, et c'est fini. Donc là, après, on a des fragments un peu plus longs, de l'ordre d'une page, enfin c'est... Et voilà, là vraiment des choses très autobiographiques, c'est le 106. Quand je vois des esprits que je suppose peu étendus s'occuper de philosophie avec une certaine prise de tête, il est très jeune, hein, 45-46, il sort tout juste du séminaire. Cela me fait peine et m'inspire du dégoût. Par exemple, ces bonnes gens que je vois discuter en Sorbonne. Cela se revêt alors pour moi d'une couleur sénile. Et, comme c'est mon bien, mon affaire propre, jugez de l'horreur.
Mon Dieu, il est sûr que dans l'homme médiocre, la contention spéculative a une couleur très misérable. On est tenté d'en hausser les épaules et de dire « pauvres gens qui s'échauffent ». Qu'importe au monde, dans l'homme supérieur même qui fait fi de l'action extérieure, il n'en est pas ainsi, et d'ailleurs, laissez le ridicule, il ne prouve rien. Le rôle de Faust est en tout le plus commode et le plus à couvert du ridicule. Aussi tant de gens aiment-ils à s'y réfugier. En vérité, là est ma tentation, car ce Faust se pose nécessairement en supérieur à ceux dont il rit. En fait, il se voit en Faust, hein, il a des avatars comme ça. Or, qu'il est affreux de soupçonner quelque chose de supérieur à soi, du moment où on en a l'idée, on en est invinciblement entraîné à simuler. Il faut du sérieux et de la bonne foi pour ne prendre pas ce rôle. Et remarquez que les hommes d'action tombent bien moins sous le coup de ce rire que les hommes de spéculation. Plusieurs croient s'échapper par là et font fi du savant pour s'imaginer qu'en agissant, en cherchant à être ministre par exemple, ou mieux encore, en jouant un grand rôle d'opposition, il échappera aux étreintes de Faust. En effet, les rieurs mesquins ne rient que des savants, mais non des flambards du monde. Et ça, voilà, les flambards. Ça, c'est vraiment du Renan, hein, le néologisme dans cette période. Mais les rieurs fermes et supérieurs rient de tout cela de la même manière. Un ministre est pour eux tout aussi dupe de lui-même qu'un savant. Ainsi donc, tout est risible, et c'est par ici qu'expulsé de mon type, j'y rentre par une hardiesse remarquable, et qui, dans 1000 circonstances, m'a servi de principe de solution. Car si tout est risible, le penseur ferme et froid, le Goethe, donc avec une orthographe allemande d'époque, mais que nous on écrirait G-O-E-T-H-E, ici G-O, umlaut T-H-E, Olympien qui rit de tout ne saurait l'être. Donc le penseur est au-dessus de tout et ne peut être ri, et ça c'est vraiment Renan. Ainsi je rattrape mon idéal par son sommet, voilà, la synthèse toujours, qui est aussi un surplomb, qui est aussi une construction d'auteur, mais ici plutôt de savant, c'est le sacre du savant ce Renan, plus que de l'auteur. Après l'avoir lâché un moment par sa base, la science, or, comment cet idéal tout se tient, et que la base est condition nécessaire du sommet, en reconquérant le sommet, je reconquiers par là même la base, au lieu qu'en tenant la base seule et abstraitement, je ne serais pas sûre d'avoir le sommet. Il y a des moments qui sont même franchement marrants, d'autres qui sont splendides, voilà, et qui éclairent énormément sa pensée, alors avec des choses très très étranges, sur l'histoire littéraire, sur l'histoire, sur la langue hébraïque, sur... Voilà. Le sentiment de Leibniz semble différer du sentiment de Kant sur l'espace. Voilà. Juste après, supposez Jésus-Christ ou Socrate préparant leur discours. Quel affreux contresens. C'est tout un grain de lettres, ça. On est plus près de Jésus et de Socrate que de la préparation quand je vais en séminaire, et où finalement je lâche les notes. Et que cela fait bien comprendre la différence du spontané et du réfléchi. Et donc quelque chose de toujours très allusif. Le livre sacré est admirable, mais rien de plus sot que le commentaire sacré du livre sacré. Voilà. Et donc il peut comme ça confiner aux aphorismes, c'est un trait d'époque, d'ailleurs le texte de Renan sur le journal d'Amiel est vraiment intéressant et un peu dur. Qu'il est peu d'hommes pour qui tout est valeur, tout est avoir, valeur, science, morale, poésie, philosophie, tout, même l'action, c'est qu'il est peu d'hommes qui soient tout, et chacun nie ce qu'il n'est pas. Et ça, moi d'ailleurs, c'est vraiment... En fait, je suis vraiment renanienne, non pas forcément dans le sens, évidemment, du racisme ou de Renan, ce genre de choses, mais pour ces choses-là. Et qui ont trait vraiment à la scientificité comme une forme d'éthique de vie. C'est juste qu'il y a finalement des espèces de faits de temps. Qu'est-ce que Renan aurait été au XXe ou au XXIe siècle? On ne peut pas le penser lui-même. Sait qu'il ne le verra pas et qu'il ne le pensera pas. Ce sont des choses qu'on retrouve par exemple dans des discours. Il fait un discours aux lycéens. Claudel y a assisté. Pour leur dire quelle chance vous avez, vous verrez le XXe siècle. Il est mort en 1892. On va remettre la voix de Renan qui est si émouvante dans le fait que Renan entend le phonographe. Voilà. Enfin, étant enregistré par un phonographe, il dit mais quelle invention merveilleuse. Et que va-t-il se passer comme ça? Et Berthelot était en retard, donc il n'est pas enregistré. Alors ça, c'est un document France Culture. Moi, j'ai pleuré le jour où j'ai découvert ça, pendant ma thèse, 2h du matin. Enfin, voilà, il y a quand même des moments comme ça, et où, en fait, il donne à penser, mais il donne aussi à méditer. Il permet une espèce d'ingestion qui fait partie des modes de pensée, d'ailleurs, qu'il prend en compte,
lui, il le réfléchit par ingestion, digestion, remâchage, rumination. Tout ça, ce sont des métaphores onaniennes, d'ailleurs, que j'aurais pu étudier davantage dans ma propre thèse, mais c'est pas grave, on va continuer à bosser. Et qui font que le fragment, il permet aussi finalement ce détachement du monde comme du texte et d'aller vers une note poétique à soi. Alors, il ne faudrait pas croire que Renan est quelqu'un de relativiste, ça ne marche pas. Mais c'est quelqu'un qui va quand même inclure, et dans sa pratique et dans son étude, le bizarre, le marginal, le moment, la saillance, un peu tout, le bric-à-brac, les hérésies, les hétérodoxies, même le mensonge et les erreurs. Je vous rappelle que sa thèse est consacrée à Averroès et l'avéroïsme, et qu'en fait lui-même, dans sa pratique de la prise de notes, laisse place à cette dimension heuristique, c'est-à-dire vraiment créatrice d'idées, mais en fait je crois aussi créatrice de poétique. Et Renan, et ça se voit dans la pratique de plus en plus appuyée qu'il a de la littérature, et toujours fragmentaire, souvenir au pluriel d'enfance et de jeunesse, un texte si beau. Là aussi il y avait eu une vidéo sur les souvenirs d'enfance et de jeunesse, j'en referai peut-être d'autres. C'est un très très beau texte, et puis tout se détache. Et en même temps tout se recompose. Et voilà, il a cette pensée qui finit par penser par les formes, et qui peut-être est aussi elle-même profondément épistémologique et politique. En tout cas, ce n'est pas si surprenant, et au-delà de la question des sciences nat, toute l'idée de nature, de passer de Renan aux féministes, aux écritures politiques, parce que moi, en fait, ce que j'attends encore derrière, c'est autre chose que simplement être féministe. Bien sûr que ça, c'est quelque chose qui me plaît. En tant que littéraire, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un texte est un texte, qu'est-ce qui fait que l'on va croire, qu'est-ce qui fait que l'on est en train de prouver, et de prouver notamment par la littérature, parce que si on demande quelle politique de la littérature on peut mettre en jeu, en œuvre, moi, finalement, ce qui m'intéresse derrière, c'est qu'est-ce qu'il y a de vérité en littérature. Et Renan fait partie des gens qui permettent de sentir quelque chose de l'ordre d'une essence de vérité à laquelle je ne crois pas, mais qui m'émeut aux larmes. Et je vous dis à bientôt.